Les IA fascinent autant qu'elles inquiètent. De nombreuses personnes voient en elles un danger potentiel qui pourrait leur piquer leur profession. Certains graphistes se voient déjà remplacés par DALL-E 2, certains scénaristes par GPT-3, et même dans notre profession, certains développeurs commencent déjà à s'inquiéter de bientôt perdre leur emploi, remplacés par ces machines. Surtout quand on voit ce que des outils comme Git Copilot ou plus récemment ChatGPT-3 peuvent déjà faire. Ont-ils raison de s'inquiéter de ça? Allons-nous être remplacés par ces machines? On va parler de ça dans cette vidéo, mais on va surtout explorer comment voir le verre à moitié plein et en quoi il n'a jamais été aussi fun et accessible de coder qu'aujourd'hui. Un rapide état des lieux. Pour ceux qui vivent dans une grotte, je me permets de faire un tout petit récap sur les différents domaines sur lesquels les IA sont très actives ces derniers temps. En génération d'images, et c'est d'ailleurs le domaine qui a fait le plus de bruit, vous avez tout ce qui rassemble ce qu'on appelle les text-to-image. Vous passez un petit texte descriptif à votre IA, et 10 secondes plus tard, vous finissez avec une image qui correspond à ce que vous avez demandé. Des exemples concrets pour ça sont par exemple ma dernière thumbnail, où j'ai eu besoin de créer un super vilain en couleur de bootstrap, on se demande pourquoi. Ou bien pour la thumbnail de cette vidéo que vous êtes en train de regarder d'ailleurs, où j'ai eu à demander la représentation d'un bébé codeur. Ça vous admettrez que des shootings de bébés développeurs, ça devait pas être légion dans les bibliothèques d'images existantes, donc bien content d'avoir les IA pour ça. Et il y a aussi tous les algos qui vous permettent de prendre votre tête et de vous reproduire dans différentes situations, comme ici, où je l'avais demandé par exemple d'être un joueur de foot. Non, ça c'est une vraie photo d'un joueur du Barça, et vous avez été plus de 100 à me taguer sur cette photo, et à juste titre parce que j'ai littéralement halluciné. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui me ressemble à ce point, j'étais choqué. En génération de texte pur et dur, on fait aussi de très gros progrès, et des outils qu'on connaît très bien commencent déjà à intégrer toutes ces avancées dans leur logiciel. On a par exemple Notion qui pousse son nouvel assistant qui écrit du texte tout seul à partir de 2-3 mini-idées jetées en vrac. On a ce gars qui a codé une extension qui permet de faire des réponses automatiques à des mails en choisissant si le ton de la réponse va être agréable, neutre ou énervé. D'ailleurs, soit dit en passant, celui qui coche énervé, c'est vraiment une raclure. Le principe d'écrire un mail énervé, c'est un exutoire, donc si vous laissez un robot le faire à votre place, je pense pas que ça va vraiment vous soulager quoi. Bref, n'écrivez pas des mails énervés, ça ne sert jamais à rien, à part à faire du mal à la personne à qui vous l'envoyez. Et on a aussi cet exemple d'une autre de mes vidéos dans laquelle j'ai demandé à GPT-3 de m'écrire des paroles dans le style de PNL. Je m'étais amusé à mettre ça en musique juste après, et vu que la vidéo a complètement floppé, je vous en remets un extrait ici. Je fais des plans dans ma tête, des coups dans les ténèbres, je les écoute sans réfléchir, sans aucun état d'âme. Mon histoire, ma légende, mon destin, je peux compter que sur moi-même. J'ai grandi dans la haine, entouré de violence. Dans le domaine du jeu vidéo, ça avance aussi en grande pompe et ça va permettre à des studios de taille plus modeste de sortir tout de même des jeux avec une très bonne qualité. Si le game development et les IA vous intéressent, je vous recommande chaudement d'aller suivre mon ami Tim Soré qui crée depuis plusieurs années son jeu The Last Night, qui est entre autres porté sur la réflexion sur les IA et dans lequel Tim Soré met absolument tout son amour et aussi tout le savoir qu'il arrive à glaner avec toutes ces nouvelles technologies. Il essaye d'inclure tout ça dans son jeu vidéo, il expérimente plein de nouveaux outils, etc. Ce qui l'aide, lui et son studio, à créer ce jeu vidéo qui va être un banger absolu. Et enfin, pour en finir avec ce rapide état des lieux de l'intelligence artificielle game, on va parler rapidement du domaine du code. On a déjà Git Copilot qui est fantastique et qui vous suggère en permanence des trucs directement dans votre code base depuis votre éditeur. C'est de loin l'outil le plus fantastique qui m'ait jamais été donné d'essayer. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le grand, le terrible, l'invaincu, le redoutable ChatGPT qui a débarqué récemment et je vais vous en faire une mini démonstration pour vous montrer à quel point c'est puissant et pourquoi ça fout le doute à de nombreux développeurs. La petite démonstration qui passe bien. Mettons que j'ai envie de faire un petit projet qui consiste à utiliser l'API de Reddit pour récupérer des blagues sur le HTML, CSS, JavaScript qui passent, de les sauvegarder dans un Notion pour que je puisse consulter cette collection un peu plus tard, cette collection de blagues, en choisir les meilleures et enfin les présenter à mon pote William dans une vidéo où il aura la consigne de ne pas rigoler par exemple. Bien, nous voilà dans ChatGPT-3, on va lui demander créer un script Python qui récupère les meilleurs posts Reddit du sous-forum Programmer Jokes qui contiennent les hashtags HTML ou JavaScript ou CSS. Let's go. Pour réaliser ce script en Python, vous pouvez utiliser la bibliothèque Pro Python Reddit API Wrapper. Voici comment procéder. Installer la bibliothèque Pro en utilisant la commande pipe install, blablabla. Importer les modules nécessaires. Voilà, il me fait le truc. Créer une instance de l'objet Reddit en utilisant votre nom Reddit et votre mot de passe. Non seulement il vous chie le code, mais en plus il vous explique tout ce qui se passe. Utilisez la méthode subreddit de l'objet Reddit pour accéder au sous-forum Programmer's Joke. Utilisez la méthode hot de l'objet subreddit pour récupérer les meilleurs posts du sous-forum. Parcourez les posts récupérés et vérifiez si les hashtags HTML, JavaScript ou CSS sont présents dans le titre du post. Ok. Voici le script complet qui réalise cette tâche.
Et là, il te fait un récap, il te met tout ensemble. En gros, là, le print, c'est juste pour te dire, bon voilà, j'ai trouvé ce post Reddit qui correspond à ce que tu cherches, maintenant, fais-en quelque chose. Donc là, on a déjà la base du truc, tu peux le tester en 2 secondes, t'assurer que ça fonctionne, et passer à la suite. La suite du plan, c'est sauvegarder tout ça dans Notion. Donc, on va tout simplement lui demander ça. J'aimerais que tu sauvegardes dans mon Notion, dans la collection Reddit Joke, les posts Reddit que tu trouves avec le script précédent. C'est parti. Pour sauvegarder les posts Reddit dans une collection de Notion, vous pouvez utiliser l'API de Notion. Voici comment procéder. Installer la bibliothèque Notion Client en utilisant la commande pip install. Importer les modules nécessaires dans votre script Python. Boum boum. Donc voilà, là il nous réutilise Pro qui était le truc pour Reddit. Il rajoute le truc de Notion et donc il va un petit peu tout faire évoluer de manière à faire fonctionner les deux ensemble. Et moi, à cette époque-là, je vous assure, j'étais en train de bugger, de m'énerver, comme ça, j'étais en mode « Ah, pourquoi ça marche pas ?» J'avais des problèmes avec ci et que ça. Je suivais bel et bien la doc, mais du coup, vu que ça marchait pas, je me disais « Bon, j'ai dû faire une erreur quelque part, je mettais du temps à chercher et tout. » Là, je suis sûr que ce qu'il me donne, c'est juste. Il n'y aura pas d'erreur là-dedans. Dans la suite de la vidéo que je vous passe un petit peu en accéléré, je lui ai en gros demandé de rajouter des tags sur les posts Reddit qu'il trouvait pour ma collection Notion. Genre je lui ai demandé de rajouter le tag CSS, HTML ou JavaScript en fonction de ce qui était contenu dans le titre, quoi. Pour pouvoir après moi faire des filtres côté Notion. Je lui ai demandé aussi comment faire tourner ce truc de manière régulière tous les jours avec un cron sur un serveur. Et le truc m'a tout expliqué hyper clairement, hyper simplement. C'est vraiment trop pratique et simple d'utilisation, c'est choquant. Les IA ne sont pas toujours convaincantes à 100% ou même assez pratiques pour l'instant. Elles sont trop bien pour des choses simples, des petites amorces de projets, mais par exemple dans mon travail quotidien chez Covery, dans une lourde architecture avec design system déjà existant, c'est difficile de demander la moindre chose à ChatGPT. Tant que ChatGPT n'aura pas encore conscience de l'architecture globale de mon projet avec toutes ses dépendances, ce sera utile que pour des tâches très simples, monofichiers, qui tiennent en une discussion, une conversation avec ChatGPT. Pareil pour les thumbnails, quand j'ai vu arriver toutes les applications de texte ou image, j'étais comme un fou, je me suis dit ah là là, ça y est, je vais pouvoir faire mes thumbnails juste en rentrant une phrase. On n'y était pas. J'ai beaucoup essayé, mais c'est pas suffisant. Ça dépanne de ouf sur certains trucs, comme l'autre fois par exemple où je voulais un homme avec une baguette de pain et des drapeaux, ou encore quand j'ai voulu créer le super vilain Bootstrap. Mais de là à créer une bonne thumbnail pour YouTube, on n'y est pas encore. On manque de toute la flexibilité que nous permet une thumbnail faite sur Photoshop dans les règles de l'art, avec tous les calques, etc., tous les éléments bien dissociés qui vous permettent de gérer la composition exactement comme vous voulez. Pareil pour la génération de texte. Le premier truc qui m'est venu en tête quand tout ça a commencé à popper, c'est waouh, c'est ouf, ça va faire du copywriting de fou, je vais pouvoir utiliser ces outils pour écrire les scripts de mes vidéos, ça m'évitera de les écrire pendant des heures pour après les apprendre, les réciter devant la caméra et faire des vidéos. Eh ben non, ça marche pas tout à fait. Genre pour cette vidéo, je voulais faire écrire par ChatGPT, mais c'était pas super convaincant. Les idées étaient un petit peu bateaux, il y avait pas mal de trucs à fact-checker qui se sont révélés faux au final. Donc ouais, c'est toujours important de ne jamais faire confiance à 100% aux IA pour l'instant. Et aussi le style littéraire était pas foufou. Moi quand j'écris, il y a ma patte. Il y a après le fait que ça donne une vidéo de Benjamin Code. Là c'était un truc super générique, c'était pas terrible. Pour autant, ça a permis quand même de faire évoluer mes idées et mon script vers une direction vers laquelle je ne serais pas nécessairement allé si j'avais bûché mon script tout seul. Faites-en votre allié. J'aimais bien ce petit jingle. Vous vous doutiez bien que mon avis final, c'est qu'il faut en faire votre allié. Il faut considérer les IA comme des outils ultra puissants qu'il faut ajouter à votre trousse à outils de développeur parce que ça va vous faire gagner un temps de malade. Autant pour les juniors, je vais vous en parler un petit peu, que pour les seniors, je vais vous en parler aussi. Pour les juniors, ChatGPT est une chance fantastique parce qu'il peut vous permettre de générer vos premiers scripts en vous les expliquant. Ça vous permet de vous concentrer sur la vraie force d'un développeur, sa capacité à raisonner. Développer un système complet, une vision d'ensemble. Ça vous permet d'affiner votre algorithmie sans avoir à buter toutes les 2 secondes sur son implantation, parce qu'on le sait, quand on commence à coder, on pète des plombs toutes les 2 secondes sur des trucs qui se passent pas bien, sur des erreurs de syntaxe. Et la syntaxe, encore une fois, c'est de la merde, c'est une habitude à prendre, certes, mais c'est pas ce qui est le plus jouissif dans la programmation, et c'est au contraire ce qui est le plus rebutant pour beaucoup. À mon sens, ça enlève énormément de friction pour les juniors. J'ai toujours été radicalement contre les gens qui disent ouais, la programmation, faut apprendre en commençant par le C, sur un éditeur de code nul à chier qui va pas vous souligner les erreurs de syntaxe et tout, parce que c'est que comme ça qu'on apprend à la dure, c'est en faisant des erreurs, en oubliant des points-virgules.
je chie sur cette vision des choses qui est vraiment... pour moi qui participe à une forme de gatekeeping un peu stupide. Vraiment pour moi, le code se bonifie avec le temps à mesure que les technologies évoluent. Si vous avez un IDE très puissant et intelligent, il va vous signaler là où vous faites de la merde, tant mieux. Allons-y, vous allez apprendre plus vite, vous allez perdre moins de temps avec des conneries de syntaxe. Pour les juniors, je conseille aussi cette formidable extension VS Code qui est sortie récemment, qui vous permet d'avoir ChatGPT 3 sur le côté de votre code, et du coup vous pouvez lui demander de vous expliquer n'importe quel tronçon de code. C'est absolument fantastique. C'est comme si vous aviez H24 à côté de vous, un senior comme ça qui vous aide à y voir plus clair dans une codebase. Franchement, c'est fantastique. Et pour les seniors, et on s'arrêtera avec ça, que ce soit pour moi ou tous les collègues de la Twitter sphère là, que je vois parler de ChatGPT, c'est réellement un outil qu'on utilise tous au quotidien. Que ce soit pour bootstrapper justement des petits projets comme je vous l'ai montré là, que ce soit aussi pour poser une question qu'on aurait eu la flemme de poser par le passé sur un forum, sur Stack Overflow ou que sais-je, de peur d'être ridicule d'une part, ou alors par flemme d'attendre une réponse qui mettrait 3-4 jours peut-être à arriver. Bah là, il n'y a plus toutes ces barrières quoi, on pose direct toutes les questions qu'on veut, on a les réponses et il n'y a plus personne qui te juge, t'es en conversation avec un robot, tu vois, ça c'est cool. Tout ça pour dire que ChatGPT va pas être gratuit longtemps encore, après que la bêta soit passée, ça aura un certain prix, je n'ai aucune idée de ce que ça va être et je pense que personne ne le sait pour l'instant, mais moi je serais prêt à payer entre 50 et 100 balles par mois pour cet outil parce que ça augmente littéralement toutes les phases de ma productivité, que ce soit pour l'écriture de vidéos, que ce soit pour l'écriture de code, que ce soit le bootstrapping de petits projets comme je vous l'ai montré ici. Donc moi dès lors qu'il y a un outil qui me permet d'augmenter ma productivité, je lâche les caillasses, toujours. C'est pour ça que j'ai toujours payé IntelliJ, c'est pour ça que je suis prêt à payer Git Copilot, c'est pour ça que je paierai ChatGPT s'il le faut. C'est vraiment trop dingue. Donc pour conclure cette vidéo qui commence à se faire longue, j'ai envie de vous dire que le jour où on a une IA qui écrit du code avec des fichiers séparés, qui connaît toute votre architecture et à laquelle vous avez juste besoin de lui dire, tu sais, dans le formulaire d'inscription, on rajoute le champ email, là l'IA va aller éditer les 3 ou 4 fichiers impactés, va mettre à jour les tests unitaires et va vous publier votre code. Quand on aura vraiment tout ça qui sera en place, là ça va être une dinguerie sans nom, je pense qu'on n'y est pas encore, et quand ça sera là, il sera peut-être temps de se reconvertir en product manager, product owner, parce que du coup, les idées du projet, on pourra les demander directement aux IA qui le feront tout de suite, et là franchement, ça sera une dinguerie. Il y aura peut-être un peu moins besoin de développeurs, mais il y aura besoin d'autres types de métiers, d'autres gens qui pensent. Il y aura toujours besoin des gens qui pensent et qui vont piloter les IA, jusqu'à ce que les IA nous remplacent vraiment complètement dans toute la société, dans tout le monde, et qu'on ait vraiment des IA globales. Mais ça, on n'y est pas encore, et quand ça sera là, on aura d'autres chats à fouetter.